La transformation que l'intelligence artificielle nous fait vivre et va nous faire vivre, c'est en fait la même ampleur que ce qui sépare le monde sans logiciel du monde d'aujourd'hui. On va pouvoir recentrer les collaborateurs et ce temps qui est libéré sur des tâches où ce temps est vraiment utile. Si on bride l'innovation et qu'on cherche à fermer des portes et qu'on construit des lignes Maginot, en fait ça sert à rien. Non seulement les lignes Maginot seront contournées, mais en plus on se retrouvera à la traîne et donc dépendant de technologies étrangères. Et on va être dans une phase où il va falloir inventer des choses qu'on ne connaît pas. Ce que je dis aux équipes tout le temps, je leur dis lancez-vous, de toute façon il n'y a pas de playbook. Moi je crois beaucoup que la confiance et la vision positive elle est autoréalisatrice. Donc il faut avoir confiance en l'avenir et c'est comme ça qu'on réussira. Bonjour à toutes et tous, je suis Marc Landré et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois, nous recevons un dirigeant qui prend le temps d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise et plus globalement de l'économie française. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique via l'informatique quantique, la cybersécurité, la décarbonation, les sciences des matériaux, le spatial, etc. La combinaison de toutes ces technologies, qui est la caractéristique de cette hyper-transformation, de cette quatrième révolution industrielle, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de transformation des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hyper-transformation by SIA que de vous raconter, comme si vous y étiez, les coulisses et impacts de cette hyper-transformation technologique, organisationnelle et sociétale des entreprises et de l'économie. Pour le 8e épisode de la saison 2, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Vaffier, DG du groupe Cegid. Bruno, je suis ravi de cette rencontre et je vous remercie d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Mais pour démarrer, est-ce que vous allez bien ? Je vais très bien. Merci Marc pour l'invitation. Bruno, vous avez 51 ans, vous avez fait Polytechnique et vous avez un MBA à l'INSEAD. Vous avez été CFO de Worldline, une filiale d'Atos, et DG de Webhelp, l'ex-leader européen de la relation client qui a récemment fusionné avec l'américain Concentrix. Vous avez rejoint Cegid en juin 2024 comme COO pour superviser notamment la finance et les acquisitions. Vous en êtes le DG depuis avril 2025. Vous avez 3 priorités: l'expansion internationale en Europe et en Amérique du Nord notamment, la transformation de l'entreprise en AI First Company et l'expérience client via l'unification des plateformes pour proposer une interface fluide et moderne à tous les utilisateurs. À titre privé, vous aimez la course à pied, le trail et la voile. Cegid maintenant. Le groupe a été fondé en 1983 par Jean-Michel Aulas, l'ex-patron de l'OL, et propriété depuis 2016 de fonds, dont Silver Lake, qui en est majoritaire. En 40 ans, Cegid est passé d'éditeur lyonnais de logiciels traditionnels à géant mondial du SaaS et de l'IA générative, leader en Europe des solutions de gestion d'entreprise cloud. Vous accompagnez la digitalisation des entreprises, de la TPE au grand compte, et combinez une vision prospective et pragmatique des métiers associée à une forte capacité d'innovation et une connaissance unique du réglementaire. On y reviendra. Vos offres tournent autour de 5 piliers: l'expertise comptable, la finance et fiscalité, les RH, le retail et les petites entreprises. En termes de chiffres, vous avez 750 000 clients dans 130 pays, vous employez plus de 5 000 personnes dans 20 pays, en France notamment à Lyon ou Boulogne-Billancourt, où nous sommes aujourd'hui, mais aussi en Espagne, au Portugal ou aux Pays-Bas. Vous visez un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2026, soit une multiplication par 2 en 5 ans et même par 4 en 10 ans, et vous générez 80% de vos revenus par les abonnements SaaS. Vous avez réalisé plus de 30 acquisitions en 7 ans, dont Shine, la dernière, en novembre 2025, la néobanque pour les pros. Est-ce que, Bruno, votre mini-portrait et la présentation du groupe Cegid est bonne ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Alors, c'est très complet. Merci Marc. Effectivement, je pense que vous avez bien retracé les différentes étapes de mon parcours qui sont guidées en fait par la transformation technologique. Moi, c'est toujours ça qui m'a attiré, que ce soit chez Atos, chez Worldline, dans le domaine spécifiquement des paiements, Webhelp, en fait, qui était dans le même écosystème, et puis maintenant Cegid. Puis maintenant, évidemment, un moment passionnant avec l'IA, on va en parler. Exactement. Alors, ma première question vise à lancer notre discussion. Quelle est pour vous, très sommairement, la définition de l'hyper-transformation
de Cegid. Je vais commencer par faire un pas en arrière. Si on regarde où est-ce qu'on en était, comment le monde fonctionnait, mettons en 1950, dans les années 50, c'est-à-dire avant l'invention du logiciel, avant que le logiciel n'apparaisse et se diffuse dans nos vies. On était dans un monde où tout se faisait à la main. Ça semble fou, mais on faisait de la comptabilité à la main. Il n'y avait même pas de fichier Excel à l'époque. Il n'y avait pas de fichier Excel, donc on faisait la comptabilité avec un crayon à papier, parce que comme ça on pouvait gommer quand on faisait une erreur. On calculait les fiches de paye à la main, on diffusait l'information par les journaux, on envoyait des courriers. Et en fait, ce monde, c'était il y a 70 ans. Et aujourd'hui, évidemment, le logiciel est partout. On a des téléphones portables, des réseaux sociaux, des choses qu'on pouvait même pas imaginer en fait à l'époque. Et cette transformation, elle s'est faite en 70 ans, ce qui est assez, ça a un petit côté vertigineux parce que 70 ans, c'est à la fois long et pas très long. C'est 2 générations et à l'échelle de l'histoire, c'est pas très long. La transformation que l'intelligence artificielle nous fait vivre et va nous faire vivre, c'est en fait la même ampleur que ce qui sépare le monde sans logiciel du monde d'aujourd'hui. On peut prendre toutes les métriques, si on regarde la taille du marché économique que ça représente, si on retrouve en fait, on peut faire ce parallèle. Et donc on va vivre dans les années à venir la transformation de la même ampleur que celle qu'on a vécue depuis 70 ans, mais avec une énorme différence, c'est qu'on va pas la vivre en 70 ans. On va la vivre en 5 ans. Ouais, 5-7 ans. 5-7 ans, hein, 10 fois moins, voire un peu moins encore. Et c'est peut-être ça l'hyper-transformation. Et parce qu'en fait, c'est un double événement. C'est l'ampleur et la vitesse. Et la vitesse, c'est pas simplement une sorte de temps raccourci. C'est pas simplement qu'on accélère le film. C'est une nature de transformation différente. Parce que quand la transformation prend plusieurs décennies, on peut se permettre, les acteurs économiques ou les individus, peuvent se permettre d'attendre. On peut se dire, bon, je verrai. Voire de se tromper. On peut se tromper, exactement. On peut corriger, on peut se tromper, on peut prendre un peu de retard, on rattrapera, on accélérera un peu. Et puis la différence de performance, d'efficacité, de créativité, de ce qu'on veut, est pas si importante, en fait, entre celui qui est en tête de peloton et celui qui est en milieu de peloton. Quand le temps s'accélère, tout ça, ça n'est plus vrai. Et là, on voit l'accélération. ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. C'est complètement fou. Et donc, quand le temps s'accélère, on peut plus se permettre d'attendre. Et donc, la question, en fait, est de nature différente pour notamment les acteurs économiques, pour ce qui nous intéresse, pour nos clients, pour nous-mêmes. C'est pas est-ce que j'y vais, est-ce que je temporise. C'est la technologie est disponible. Comment est-ce que je fais pour me l'approprier, pour l'implémenter concrètement le plus vite possible. Et ça, vous parliez dans l'introduction très bien de l'historique de Cegid. Ça rejoint l'ADN de Cegid. Parce que Cegid, depuis le début, depuis 40 ans, depuis qu'on a été fondé par Jean-Michel Aulas, c'est une vocation de mettre à disposition de la technologie pour permettre aux clients de gérer des systèmes plutôt complexes, plutôt réglementés, on y reviendra, dans un cadre sécurisé, en s'appropriant la technologie le plus rapidement possible. Et donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, et ce qu'on va vivre, c'est absolument central pour nous aujourd'hui. Alors, vous défendez justement une vision très exigeante de l'IA, une IA utile, concrète et intégrée au flux de travail et capable de produire des gains très tangibles. Et ces gains tangibles, ça peut représenter jusqu'à 70% de temps économisé sur certaines tâches de back-office. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de ce que cette vision mise en pratique change déjà pour vos clients aujourd'hui, alors on y reviendra, au début de la transformation liée à l'IA dans le monde et dans le monde de l'entreprise? Oui, absolument. Et je pense que cette question est très importante parce que, en fait, on parle beaucoup de l'IA comme des concepts, mais ce qui est important, c'est de se représenter ce que c'est en pratique. Voilà. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça va faire l'IA? Quand on met l'IA au service des entreprises, au service d'un process concret, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va être, par exemple, on peut prendre la gestion d'un cycle de facture. Une facture, elle va être émise vis-à-vis d'un client et puis par exemple elle est en retard de paiement. L'IA si on l'intègre dans les systèmes, l'IA va être capable de repérer ce retard de paiement, va être capable d'engager la conversation avec le client. Je décris un cas pratique, d'envoyer un email ou un SMS ou un message vocal, de converser, comprendre quel est le problème, je sais pas, peut-être renvoyer une copie de la facture parce qu'elle n'est pas arrivée, elle s'est perdue ou je ne sais pas quoi, éventuellement de faire une sorte de négociation, un délai de paiement, un délai supplémentaire, et puis de clore la conversation, de détecter le paiement, de faire dans les tâches de back-office la classification de la comptabilisation de la facture, et puis voilà, et puis de boucler le process. Et à tout moment pendant ce process, l'intelligence artificielle, parce qu'elle, entre guillemets, elle comprend la situation, va être capable d'escalader, c'est-à-dire de lever la main en disant là je sais plus faire et de remonter à un collaborateur, à un humain. Et donc, c'est ça qui produit, si on se limite là, à un périmètre qui est la gestion de la facture, mais on pourrait prendre des tâches, on a d'autres cas d'usage avec des experts comptables. Je pensais aussi à votre nouvel agent IA conversationnel, que Cegid TaxFlex,
qui permet justement de faire de la recherche documentaire certifiée pour le traitement, l'automatisation et la fiabilisation de la charge fiscale. Je crois que vous bossez avec Coca-Cola a intégré cette Exactement. technologie. Donc, ce qu'on va faire, ça va être un assistant, mais qui va pas être un assistant comme l'assistant auquel on a tous accès, qui va être un espèce d'assistant spécialisé, un fiscaliste, en fait. Dans ce cas-là, la force, c'est que c'est un assistant qui connaîtrait en temps réel toute la documentation, toute la législation, la réglementation fiscale. Et Dieu sait qu'elle bouge. Et Dieu sait qu'elle bouge et Dieu sait qu'elle est importante. Voilà. Donc, typiquement, ça va être ça. Ce qui est important, c'est quand on regarde un use case à l'échelle de ce cas d'usage, donc on peut parler d'un département fiscal, d'un département comptable, j'aurais pu prendre un exemple chez les experts comptables. C'est là qu'on va trouver les gains d'efficacité, de productivité de 70% dont vous parliez. Exactement. Mais on pourrait se dire, changer la manière dont on traite les factures, ça va pas révolutionner le monde, en fait. Mais ce qui est important, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que là, j'ai parlé spécifiquement du cas de la gestion des factures. Mais on peut parler de la fiscalité. Et on peut parler, par extension, de toute la comptabilité. Mais on peut aussi parler de la gestion de la paye. On peut parler du processus de recrutement. Et puis, on peut sortir des fonctions support. On peut parler de la gestion d'un entrepôt. On peut parler de la gestion d'une chaîne logistique. En fait, il n'y a pas un cas d'usage. Il y a 1000 cas d'usage. Et c'est pas dans une entreprise. C'est dans toutes les entreprises. C'est dans toutes les organisations. Et c'est ça qui fait que c'est global. Et pour vous, à partir de quand, concrètement, on cesse d'ajouter une couche technologique pour entrer dans une véritable transformation du modèle opérationnel? Vous parlez souvent du dernier kilomètre de l'IA. C'est ça qu'il faut industrialiser? C'est à ça que ça correspond? Oui, exactement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle du dernier kilomètre de l'IA? Ce qu'on veut dire, c'est que la technologie brute, ChatGPT, Claude, Mistral, le chat, etc., elle est sidérante dans la vie privée, dans la vie personnelle, dans notre vie personnelle. C'est absolument époustouflant. Mais en fait, telle qu'elle, dans l'entreprise, ça apporte pas fondamentalement. ChatGPT pour traiter des factures, ou le chat ou n'importe quel moteur, c'est pas directement utile. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que c'est même Denise Dressler, c'est chez OpenAI là, qui a sorti un mémo qui dit exactement ça, en fait, et qui dit il faut que OpenAI se dépêche de bouger vers ce dernier kilomètre, parce que s'il reste juste sur la couche standard, d'agents standards, ils se feront dépasser dans le monde des entreprises. Oui, c'est pour ça que depuis 2 ans, on a peu d'industrialisation de l'IA en entreprise. On a beaucoup de use cases qui sont testés, mais qui ne passent pas à la phase industrielle. Et on a 95% des initiatives qui produisent pas de ROI, comme l'étude du MIT l'a indiqué. Parce que ce qui manque, c'est ce dernier kilomètre. En fait, il faut domestiquer la technologie, parce que ce que j'ai décrit sur la gestion de la facture, en fait, la technologie sous-jacente de mon petit exemple des flux de la gestion des factures, c'est de la technologie d'IA générative, entre guillemets, classique. Mais simplement, il faut la domestiquer et il faut l'intégrer dans un process et dans un cas d'usage métier. Et là, on a un effet transformant. Parce que quand on commence si on le multiplie par 1000, et que sur 1000 cas d'usage dans l'entreprise, on a des gains de productivité, d'efficacité qui sont de l'ordre de 50 ou 70%, comme ce qu'on constate avec nos clients, là, on est transformant pour toute l'entreprise. Parce que non seulement on gagne en productivité, mais ce temps qui est libéré, on va le réutiliser ailleurs. Donc, en fait, on a un espèce de double ou triple effet. Mais aussi la crainte, et c'est très forte chez les salariés, que l'IA les remplace. C'est-à-dire que finalement, c'est cette productivité qui est générée par l'intégration de cette technologie de l'IA, notamment agentique, dans les process faits, qui vont se retrouver au chômage. Comment on peut rassurer les experts comptables ou les autres professionnels que vous accompagnez, que ce soit en finance ou en RH, que l'IA va pas leur piquer leur boulot? Déjà, on peut les rassurer en écoutant ceux qui sont un peu les pionniers. Nous, on a réuni, on a distingué un certain nombre, soit de clients, soit de gens de personnalités de notre écosystème. Ce qui m'a frappé dans ces témoignages, il y avait une grande diversité. Il y avait à la fois des gens de la sphère publique et de la sphère privée, des experts comptables ou un CFO. Tous les exemples qui étaient donnés étaient des exemples positifs. En fait, qu'est-ce que je fais? Je libère du temps humain, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais je libère du temps humain de tâches administratives qui sont à relativement faible valeur ajoutée. Et ce temps humain, je le réinvestis là où l'humain est indispensable. Voilà. Dans quoi, justement? Dans la créativité, dans l'innovation, dans la relation personnelle. On peut avoir une relation transactionnelle avec, je reste sur mon exemple de facture, là, ce que je décrivais, une relation transactionnelle avec un agent IA, on n'aura pas l'émotion. Pas encore. Je sais pas, j'ai lu un papier récemment disant est-ce que l'IA commence à avoir une conscience? Et quand est-ce qu'elle aura une conscience pleine? C'est-à-dire que c'est le principe de l'IA. Ce qu'on pensait impossible il y a 2 ans devient possible. Donc peut-être que l'IA sera capable de générer des émotions. Peut-être. Alors, vous avez parlé de mon passé chez Webhelp dans le domaine de la relation client. C'est peut-être ça qui me convainc qu'il y a une touche humaine, il y a une patte
humaine qui sera toujours Nécessaire. différente Ouais. et nécessaire, effectivement. Et donc, on réutilise ce temps qui est libéré pour développer de nouveaux services, c'est le cas des experts comptables typiquement, pour remettre de l'humain, c'était le cas, le témoignage de France Travail était très, très clair là-dessus, etc., etc. Donc la peur d'être remplacé, je pense qu'il faut l'avoir de manière, d'une part, il y a pas de remplacement par l'IA parce qu'il y a une complémentarité. L'IA reste un système qui est probabiliste, l'IA reste un système qui de temps en temps a besoin de lever la main et de demander de l'aide. Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc il reste une complémentarité, quelle que soit la transformation. Et la deuxième chose, c'est cette complémentarité au niveau de l'entreprise où on va pouvoir recentrer les collaborateurs et ce temps qui est libéré sur des tâches où ce temps est vraiment utile. Donc vous êtes vraiment sur le côté IA augmente les salariés plus que se substitue à eux. Exactement. À l'échelle de chaque tâche, mais aussi à l'échelle de l'entreprise. Si je prends notre cas, le cas du développement logiciel, la complémentarité, on va la trouver dans la vélocité. C'est-à-dire que cette augmentation de productivité, on peut en faire différentes choses. Nous, ce qu'on va faire, ce qu'on vise, c'est d'aller plus vite. C'est de pouvoir faire évoluer nos produits encore plus vite, par exemple. Donc, ils disent aussi, ça peut libérer du temps pour des loisirs et passer à la semaine de 32 heures ou la semaine en 4 jours. On l'entend, il y en a qui le prennent. Non, mais tout à fait. Et Pourquoi d'ailleurs, pas, de la même manière, OpenAI va un peu dans ce sens-là, avec ce qu'ils ont publié récemment. Tout à fait. Une autre manière de le dire, et c'est Philippe de Sertine qui nous a fait le plaisir d'être à un de nos événements qui le disait, mais c'est un peu le même concept. C'est de dire qu'on est dans une population vieillissante. Si on regarde, alors je ne suis pas économiste moi-même, hein, je me permets juste de le citer. La main-d'œuvre active va se réduire en proportion. Et donc, en fait, de gagner en productivité sur cette main-d'œuvre pour permettre de financer le système social. De faire autant avec moins. De faire autant avec moins et donc de financer les retraites et la population vieillissante, c'est finalement peut-être pas un mal. Ce qui est un peu la même idée. Hein. C'est un peu la même idée que le revenu universel. C'est une position que Doris Birkhofer, qui est la précédente invitée du podcast, a défendue justement en expliquant concrètement comment Siemens utilisait l'IA pour lutter contre le vieillissement et la dégradation de la pyramide des âges, en faisant en sorte qu'un certain nombre de savoir-faire qui étaient détenus par des seniors puissent être captés par de l'IA pour être mieux transmises aux jeunes générations. Il y a une spécificité dans ce podcast, ce sont les césures extérieures, des questions posées par des invités extérieurs. La première, c'est l'IA qui vous pose. En vérité, c'est pas l'IA, c'est SiaGPT qui est notre IA générative de pointe. Je lui ai dit, si tu avais une question à poser à Bruno, quelle serait-elle ? Après avoir renseigné, bien sûr, qui vous étiez, ce que vous faisiez, etc. Donc là, une question pour vous. Elle vous est posée par Audrey, qui est une voix artificielle, ça va se reconnaître, et vous l'écoutez et vous lui répondez après. Bruno, sur l'IA, vous dites que nous sortons de la phase Wahoo pour entrer dans une phase beaucoup plus structurante, où il faut repenser les processus métiers, former les équipes et encadrer les usages. Chez Cegid, quel a été le chantier le plus difficile, la technologie elle-même, la conduite du changement ou l'acceptation par les métiers que l'IA devienne un coéquipier opérationnel ? Merci pour votre réponse. C'est vraiment une question qui a été faite par l'IA, je ne l'ai pas guidée. Donc merci pour cette question. Merci Audrey pour cette question. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut, comme toujours, dans un processus de changement, la clé en fait, c'est quand même l'adhésion des collaborateurs, évidemment. Juste, pardon, si je fais un pas en arrière, un processus de déploiement d'IA, les étapes qui sont clés, il va y avoir 3 composantes. La donnée. Parce qu'en fait, l'IA a besoin d'une donnée qui soit bien rangée, d'une certaine manière. À la fois pour apprendre, mais aussi après pour fonctionner, pour l'utiliser. Bien sûr. Voilà. Parce que sinon, si on met de la donnée qui est désordonnée ou fausse, l'IA... Donc la première étape, c'est de reconnaître, de structurer, d'analyser ces données pour mieux pouvoir l'exploiter. Exactement. Donc ça, c'est une étape qui peut être assez importante. La deuxième étape, c'est de choisir la technologie, la plateforme. Et la troisième étape, mais qui conditionne aussi l'ensemble, c'est l'adhésion des collaborateurs. Nous, la manière dont on le fait, et je pense dont il faut le faire, c'est de voir les choses de manière positive, en fait. Il faut mettre une vision positive en fait derrière tout ça. Je parlais du temps libéré, de la créativité. Dans notre cas, ça va plutôt être l'accélération du rythme de développement des produits et donc la capacité de faire vivre nos produits et d'améliorer nos produits. On est une entreprise de produits, donc ce qui motive beaucoup de gens. Et technologique, donc l'IA, c'est pas l'IA n'est pas antinaturelle. Et cultiver la fierté du produit en disant on va pouvoir faire mieux, on va pouvoir aller plus vite, on va pouvoir amener plus de features, comme on dit, à nos clients. Ça joue sur cette fierté du produit et donc ça met un sentiment positif dans cette transformation. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer par une forme de vision,
une perspective positive et que du coup la Partagée transformation par de les l'IA, salariés. partagée par les salariés, et que la transformation de l'IA devienne un moyen pour y arriver. Et pas une fin en soi. Et pas une fin en soi, exactement. Vous avez publié en septembre dernier une étude comparative très intéressante sur justement l'adoption de l'IA dans 5 pays européens, où l'on apprend que les Français sont certes les plus réservés, mais pas les moins habiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette étude et surtout qu'est-ce qu'elle nous apprend sur les différences de nationalité en matière d'adoption? Alors oui, c'était assez intéressant. Ce qu'on retient, c'est il y a des différences à la fois entre les pays et des différences entre les tailles d'entreprise. Donc typiquement, les PME en France sont pas particulièrement en retard. Ouais. On sont appétentes en fait à ce changement. Elles sont même en avance par rapport aux grands groupes. C'est Et ce que j'ai sont même découvert. en avance par rapport aux grands groupes, exactement. Mais pourquoi? Ça peut paraître contre-intuitif. Alors ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire les grands groupes ont plus de moyens, donc ils vont aller plus vite. Je pense que les entreprises de taille moyenne ou les PME ont aussi ressentent peut-être la pression concurrentielle de manière plus exacerbée, plus forte, et puis sont plus agiles et donc comprennent de manière presque, je dirais, instinctive l'intérêt qu'elles ont, l'opportunité qu'il y a à adopter ces technologies, et donc se mobilisent plus vite. Et ça, c'est valable dans tous les pays? Alors c'est plus vrai en France pour le coup. Donc c'était un des enseignements qui était intéressant. Je pense que c'était un peu, si on compare si on croise les tailles et les pays, c'était peut-être un petit peu plus de frilosité ou d'inertie chez les grands groupes en France et mais une mobilisation plus rapide chez les PME si on compare à nos pairs européens. Et sur les questions de consommation d'énergie, il y a des différences entre les pays? Parce qu'on sait que l'empreinte écologique de l'IA est très forte, ça demande des data centers avec des productions énergétiques toujours plus puissantes, même si en France on a le nucléaire, donc on se dit qu'on est content parce que c'est pas décarboné, mais il n'empêche que c'est quand même important et que ça pèse sur la consommation individuelle des habitants. Il y a une différence entre les pays? Honnêtement, dans l'utilisation par les entreprises, c'est pas quelque chose qui est très présent. Aussi parce que on est encore au début de la courbe, hein, pour justement, on parlait du dernier kilomètre, de l'appropriation, etc. On est un peu au début de la courbe. Donc, du côté des entreprises, pas vraiment. Ce qui est frappant, c'est que c'est quelque chose qui est très présent du côté des particuliers, des employés. Et donc, il y a une sensibilité chez les jeunes ou moins jeunes qu'on recrute chez nous sur les conséquences écologique ce qu'on appelle l'IA frugale, c'est-à-dire de l'utilisation de l'IA et comment est-ce qu'on le contourne. Je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que toujours sur mon idée d'optimisme et de voir les choses de manière d'avoir une vision positive. Je précise parce qu'avant le début de l'enregistrement, on a beaucoup parlé de cette question d'optimisme qui est récurrente ou qui est du moins qui fait partie de l'ADN des dirigeants et des entrepreneurs dans un monde où on a plutôt tendance à être défaitiste quand on regarde l'avenir. Je fais cette parenthèse. Merci. Et avec ce côté autoréalisateur. Si on se dit qu'on va trouver une solution, on a plus de chances de trouver une solution. Et typiquement sur l'IA frugale, il y a des solutions. On a une start-up dans notre incubateur qui développe des modèles frugaux. Et en fait, on peut avoir un modèle qui est 100 fois ou 100 000 fois moins vorace en énergie que les modèles généralistes, mais tout aussi performant dès lors qu'on le spécialise sur une tâche. Donc, si la tâche que je cherche à faire, je prends l'exemple de cette startup, c'est Rhizome, c'est de lire des ordonnances, par exemple, avec l'écriture des médecins qu'on connaît tous, mais je peux le faire avec un modèle qui est également capable d'écrire des chansons, et ça va être très consommateur, mais je peux aussi prendre un modèle très frugal qui va fonctionner en fait sur un ordinateur, sur un serveur dans le building, donc il va pas consommer plus que n'importe quel serveur. Et ce modèle, il va être complètement spécialisé sur cette tâche-là et on l'aura entraîné sur cette tâche-là. Ça, c'est par exemple un exemple. Un autre exemple, c'est ce que vous disiez, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir de l'énergie décarbonée. Donc, utiliser des modèles français et des stacks technologiques en France, c'est un moyen de contourner ces difficultés. Donc, il y a des moyens. Vous illustrez souvent l'ère de l'IA en saison. La saison 1 pour les expérimentations centrées sur des actions d'assistance, la traduction, la rédaction de courrier, les comptes rendus de réunion, et la saison 2 pour les applications concrètes métiers, gestion de factures en retard, dont vous avez donné l'exemple tout à l'heure. C'est la saison dans laquelle on est. Si on devait se projeter avec l'optimisme qui vous caractérise, c'est quoi la saison 3 de l'IA? La saison 3 de l'IA qu'on commence à voir apparaître, c'est la saison alors je vais le dire en anglais, on dit intent driven. C'est la saison où, c'est l'étape où en fait l'IA est capable de configurer ses propres tâches. On n'a pas besoin, l'exemple que je donnais sur les factures, on peut le faire de deux manières en fait. On peut définir des instructions qui vont être prises en charge par l'IA. On peut dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, voilà comment tu vas. Et puis si jamais tu n'arrives pas à suivre ton tunnel, ton process, tu vas remonter le point à un collaborateur. Ou on peut remonter d'un niveau et on peut lui dire tu vas gérer ces conversations, tu vas gérer ce process un peu comme tu veux, mais moi ce que je veux, c'est maximiser la satisfaction du client. Donc je vais te donner des marges de manœuvre.
Tu peux donner un discount au client. Tu peux étaler jusqu'à X semaines ou mois ou je ne sais pas quoi les délais de paiement. Tu peux, voilà, je te donne des outils et charge à toi, agent IA, de trouver la meilleure solution. C'est un peu c'est même tout à fait ce qu'on voit avec OpenClaw. C'est l'IA autonome. C'est l'IA autonome qui va pas dérouler des instructions, mais qui va suivre l'intention qu'on lui a donnée. C'est pour ça que d'où le terme anglais que j'utilisais. C'est typiquement ce qu'on voit apparaître avec OpenClaw. Ouais. C'est exactement ça. Ça vous fait pas peur? On est de la même génération, donc moi je me rappelle très bien 1984, Wargames. C'est exactement ça. C'est une machine qui est chargée de gérer la dénucléarisation des têtes des missiles dans le monde, et puis qui, en autonomie, analyse les faits et réagit. Et il se rend compte qu'en Russie, il y a peut-être une tête nucléaire qui est en train de partir, et il déclenche une guerre nucléaire, et là, c'est l'extinction de la planète. C'est ça l'autonomie aussi de l'IA. Ça vous fait pas peur? Non, mais l'autonomie, c'est de l'autonomie qui reste encadrée. Charge à nous de l'encadrer. C'est toujours pareil. Il y a une technologie de base, et après, en particulier dans les entreprises, c'est de la domestiquer, c'est de la sécuriser. Et ce que nous, chez Cegid, on fait, ce que d'autres font dans d'autres cadres, c'est vraiment ça. C'est domestiquer cette technologie, la faire rentrer dans un cadre, la sécuriser pour notamment éviter qu'elle fasse n'importe quoi. Voilà. Et la mettre au service d'un cas d'usage, d'un client, d'une industrie. Deuxième césure dans ce podcast, c'est la question de l'invité précédent. On en parlait tout à l'heure, Doris Bierkhofer, la présidente de Siemens France. Elle vous la pose, on l'écoute et vous lui répondez. Bonjour Bruno. Donc je pense que nous avons un point commun, c'est accompagner les PME et les ETI pour renforcer leur compétitivité grâce à la technologie. Donc ce qui m'intéresserait, ce serait que comment on peut accélérer la transformation technologique de notre tissu d'entreprises de taille moyenne et intermédiaire qui ont beaucoup à y gagner en termes d'efficacité et de compétitivité. Donc quels sont selon vous les freins à lever? Merci Doris. Donc merci Doris. Je pense que Doris met le doigt sur un point qui est important. On en parlait tout à l'heure. Là, on se disait pourquoi est-ce que les PME et les ETI se mobilisent particulièrement vite? Mais parce qu'elles ont beaucoup à y gagner, comme ça vient d'être dit. Et c'est ça, la sortie par le haut, en fait, de l'environnement concurrentiel qui est pas évident. Compris international, on en parle tout le temps. La sortie par le haut, c'est de trouver cette productivité, cette efficacité et de libérer du temps et de libérer des ressources pour progresser, en particulier pour les PME et les ETI. Je pense que qu'est-ce qui est clé? On le voit parce que nous, on a des entreprises, comme clients, on a des entreprises de toute taille, où on a des grands groupes qui ont des filiales qui sont de taille très différente. Une entreprise qui est très grosse ou une filiale importante, elle va avoir les moyens de cette domestication de l'IA, elle va avoir les moyens de le faire un peu elle-même. Elle va pouvoir prendre des agents, elle va prendre une plateforme technologique, elle va hybrider les softwares entre eux, peut-être qu'elle va développer elle-même certains outils et pour avoir quelque chose qui correspond exactement à son besoin. Une PME, elle a ni le temps ni les ressources en fait pour tout ça. Elle n'a pas d'ingénieur IA. Elle n'a pas d'ingénieur IA, elle n'a pas de service, elle peut pas faire construire quelque chose qui va être sur mesure. Elle a besoin de quelque chose qui soit clé en main, qui soit sécurisé et qui soit immédiatement disponible. Et donc c'est en particulier sur ce marché-là on parlait du dernier kilomètre, est vraiment important, c'est de livrer quelque chose qui est directement utilisable. Voilà. Et c'est vraiment à ça, nous, qu'on s'attache. Et je pense que c'est ce qui est déterminant pour ces PME, c'est ce qu'elles attendent, ce dont elles ont besoin. Autre sujet, la complexité réglementaire que vous proposez de réduire, de simplifier, notamment en ressources humaines. Et comment vous faites? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Je pense notamment au Cegid RH Club qui vise à répondre à cette problématique de la complexité réglementaire. Je parlais de l'ADN de Cegid, c'est vraiment l'ADN de Cegid. Cegid s'est construit sur, au départ, au tout début, des systèmes pour les experts comptables, puis par extension des systèmes de paye, de comptabilité, de RH, etc. Mais on est toujours dans des environnements complexes, réglementés, et où l'objectif de Cegid a toujours été de mettre à disposition des outils pour en fait simplifier, accélérer, rendre plus efficaces les clients dans la couverture de ces tâches très compliquées. Donc ça, c'est vraiment notre ADN. Ça, littéralement, autour de cette idée-là que Jean-Michel Aulas a créé la société il y a 40 ans. L'IA, c'est une étape supplémentaire qui nous permet d'aller encore plus loin. Une fois de plus, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Pourquoi? C'est un moyen, donc, pourquoi? Parce que sur deux choses, sur les tâches, et on en a un peu parlé, sur la réalisation de tâches complexes, parce que l'IA est capable de
d'absorber un contexte réglementaire quel qu'il soit. Voilà. Donc ça peut être, un exemple, c'est chez les experts comptables, on a des cas d'usage qui sont la classification des factures, la préparation de la liquidation de la TVA. La TVA, ça semble simple, mais en réalité, il y a un nombre de cas. C'est d'une complexité inouïe. Voilà. Et donc traiter les factures une par une, exactement dans le bon cas de figure, garder une piste d'audit et préparer la liquidation de la TVA pour l'expert comptable, pour son client. Ça, c'est typiquement des tâches qui sont très complexes, très précises. On n'a pas le droit de se tromper. C'est l'autre aspect du réglementaire. Puisque mais qu'en fait, l'IA, pas derrière. voilà, exactement. Mais que l'IA peut prendre en charge et peut documenter. Je pense que ça, c'est un aspect qui est important. On oppose souvent le réglementaire et l'IA en disant, justement, quand on peut pas se tromper, l'IA n'est pas adéquate. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce que l'IA, en fait, c'est plusieurs agents qui interagissent entre eux. L'IA peut détecter quand il y a un doute et donc lever la main en disant là, il faut une vérification. Et deuxièmement, l'IA peut tout documenter, ce que les humains, par manque de temps, vont moins bien faire en réalité. Ça, c'est le premier point, donc c'est l'exécution des tâches. Et l'autre chose, on parlait de l'assistant tout à l'heure pour la fiscalité, mais cette idée, on peut la généraliser. L'IA, il y a une chose que l'IA fait très très bien, l'IA générative fait très très bien, c'est de tout connaître d'un sujet et d'être capable de le restituer de manière synthétique. Ça, je pense qu'on le vit tous dans notre vie quotidienne, mais ça s'applique très très bien à des métiers réglementés où en fait l'humain, pour le coup, a besoin d'un assistant qui va lui souffler en fait les réponses et qui va être son point d'appui pour tout connaître en temps réel. Et le Cégide RH Club, comment il s'intègre dans cette logique de lutter contre la complexité réglementaire? Alors le Cégide RH Club, en fait, c'est là que la technologie rejoint cet ADN profond parce que moi j'y étais au Il y a RH pas très Club, longtemps, en l'occurrence, et je discutais avec des clients et les clients me disaient quand on vient au RH Club et que la personne chez nous qui est la spécialiste de la réglementation de la paye vient faire sa keynote, parce qu'il faut préciser que on se sent soulagé. Ce club, c'est une réunion de Cégide avec la plupart de ses clients sur une thématique donnée qui est celle des ressources humaines. Voilà, des ressources humaines et de la paye. Et donc, si je prends l'exemple, le cas des systèmes de paye, donc il y avait de nombreux clients qui étaient présents. La personne, la référente sur la réglementation chez nous, donc qui s'occupe de paramétrer en fait les systèmes de paye qu'on met à disposition, qui venait faire une intervention. Et les clients, dans les interactions que j'avais avec eux, me disaient quand on voit cette personne, on se sent soulagé. On sait qu'on est entre de bonnes mains. On sait qu'on est sécurisé, on sait qu'on est entre de bonnes mains. Voilà. Donc ça, c'est l'ADN de Cégide, je le disais. C'est de là que ça vient. C'est de là qu'on vient depuis 40 ans. Et on voit bien comment l'IA va nous permettre d'aller encore plus loin dans cette sécurisation. Puisque cette personne, elle va pas être toute seule, elle aura un assistant. Au cas où, elle pourra toujours s'appuyer sur un assistant si elle a un doute, ou pour connaître le dernier développement de la réglementation. Quid de la régulation, notamment la régulation européenne? On parle beaucoup de l'IA Act, mais il n'y a pas que une régulation sur l'IA, il y en a aussi sur le secteur de la finance. Pour vous, vous voyez cette régulation comme un bien ou comme un mal pour justement le développement des entreprises? Moi, je pense que c'est une question d'équilibre. C'était très intéressant. Je parlais de l'événement qu'on a fait cette semaine avec. Il y avait notamment le député Philippe Latombe, qui est un spécialiste des sujets technologiques et des sujets de l'IA, qui était présent, qui expliquait que le législateur lui aussi doit trouver un équilibre. Et je pense que c'était très juste. Son intervention était très juste. Il parlait d'un concept que j'ai découvert, qui est le droit souple, c'est-à-dire une approche qui consiste à réglementer, mais aussi à rester flexible. Il faut trouver un équilibre. Pourquoi ça semble antinomique avec la Commission européenne, ça. Oui. Alors chacun doit faire des efforts sans doute, mais je pense que il y a une idée très intéressante parce que il faut trouver cet équilibre. Pourquoi il faut trouver cet équilibre? Parce qu'à la fois il faut mettre des garde-fous, parce que mettre des garde-fous, c'est aussi sécuriser les utilisateurs. Devant une rupture technologique qui est aussi importante, on est sidéré. Mais on peut aussi avoir un peu peur. On a peur pour ses données, on a peur, on peut avoir peur pour son emploi, on peut avoir peur de la véracité, de la justesse des réponses qui sont apportées ou des actions qui sont menées, etc., etc. De la déstabilisation de l'écosystème. Est-ce que que vont devenir les droits d'auteur, etc. Donc c'est normal que ça génère un certain nombre de peurs. Les peurs, elles sont bloquantes. Donc si on se dit que
le chemin, c'est d'aller vers une adoption la plus rapide possible. Mais en fait, il faut atténuer ces peurs. Il faut faire baisser le niveau de Mais peur. concrètement, Et la réglementation est un élément qui rassure. Oui, vous dites que c'est un équilibre, mais aujourd'hui, est-ce que l'équilibre, il penche dans quel sens? Parce qu'on entend beaucoup de dirigeants dire que ça va trop loin. Alors, c'est pour on ça bride l'initiative, l'innovation avec l'IA Act ou du moins avec cette régulation européenne. Exactement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin, parce que si on bride l'innovation, le député le disait lui-même, si on bride l'innovation et qu'on cherche à fermer des portes et qu'on construit des lignes Maginot, en fait, ça ne sert à rien. Non seulement les lignes Maginot seront contournées, mais en plus, on se retrouvera à la traîne et donc dépendant de technologies étrangères. Et donc, je pense que cette conscience, manifestement, du fait du témoignage de Philippe Latombe, cette conscience existe. Maintenant, effectivement, c'est pas facile de trouver la ligne de crête. Voilà. On a parlé de l'IA, beaucoup. Il y a un autre chantier qui mobilise les équipes Cegid, c'est celui de la réforme de la facturation électronique. C'est l'objet de la 3e césure de l'épisode, avec une question qui vous est posée par Julien Bordron, qui est associé en charge des questions de finance chez SIA. Comme à l'accoutumée, on l'écoute et vous lui répondez après. Bruno, la facturation électronique est une transformation profonde, sans doute l'une des plus importantes pour les processus administratifs des entreprises, avec une première échéance à partir de septembre 2026. Est-ce que, selon vous, les entreprises françaises voient encore cette réforme comme une contrainte réglementaire ou commencent-elles à basculer vers une lecture plus stratégique? Véritable mise sous contrôle de la relation client et fournisseur, transformation des chaînes d'approvisionnement et de la facturation client, fiabilisation de la prévision sur le cash, meilleure anticipation des déficiences clients et amélioration de l'efficience de la fonction finance dans sa globalité. Bien sûr, cette réforme de la facture électronique, en première approche, elle est vue comme, pour ce qu'elle est d'ailleurs, un besoin de conformité, une initiative réglementaire dont le premier objectif est, de la part du régulateur, de l'administration, d'avoir une visibilité sur les flux, pour avoir un contrôle sur les flux et la régularité. Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on diffuse dans le marché pour toutes les entreprises, de la plus petite, et vous avez mentionné Shine, qui est un élément très important pour nous là, dans cette réforme de la facture électronique, mais jusqu'aux très grandes entreprises, c'est de dire, notre message, c'est en gros de dire, bon, mais cet aspect conformité et technique, on s'en charge. Oubliez-le. Parce que comme ça vient d'être dit, ce qui est super intéressant avec cette réforme, c'est tout le bénéfice qu'on peut en tirer. Parce que la gestion administrative des factures, c'est infernal. Les factures, elles sont envoyées par PDF, elles sont envoyées en papier encore, beaucoup. Elles traînent sur des bureaux, elles sont dans des tiroirs, elles sont dans des chaînes d'emails, mais elles ne sont pas envoyées au service comptabilité, elles ne sont pas conformes. Le numéro de je sais pas quoi, de bon d'achat ne colle pas avec la facture. Une quantité de problèmes administratifs infinis qui n'apportent absolument aucune valeur, qui ne produit que des retards de paiement. Et donc ça, déjà, on s'en débarrasse. Et en plus... comment on transforme en levier de performance? Comment on le transforme en levier de performance? C'est qu'une fois qu'on se débarrasse de ça, en fait, la facture devient un objet digital qui est normé et qui est quand même assez riche, parce qu'il y a toute la définition de la facture, mais il y a aussi le statut de la facture. Est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce que le bien qui était objet de la facture a été livré ou non? Et est-ce qu'elle a été payée? Ça, ce sont des attributs que l'administration demande parce qu'on comprend bien que c'est important pour typiquement le suivi de la TVA. Mais en fait, c'est très important pour l'entreprise aussi. Donc moi, en tant qu'entreprise, je vais avoir la visibilité pour les factures que j'ai reçues, les factures que j'ai envoyées, sur l'inventaire complet et le statut. Donc, je vais savoir qui est-ce qui a été payé, qu'est-ce qui est en retard de paiement. Je vais pouvoir avoir la vue exhaustive. Alors qu'avant, je ne savais jamais trop si je n'avais pas des factures qui se promenaient et que je n'avais pas dans mon système. Et donc, si j'ai une vue exhaustive, je vais pouvoir faire des prévisions de trésorerie. Je vais pouvoir être beaucoup plus fin dans le pilotage de ma trésorerie, en dehors du fait que les cycles de trésorerie vont s'accélérer, ce qui est bénéfice de l'écosystème en général, mais je vais avoir beaucoup plus de visibilité. Donc il y a le réglementaire, il y a se débarrasser de l'administratif inutile, il y a plus de finesse dans le pilotage, et il y a encore une étape qui va venir après, parce que je parlais tout à l'heure là, dans les étapes de déploiement de l'IA, de l'étape 1, la fondation qui est la data. Là, on va avoir quand même la base des flux inter-entreprises, qui sont les factures qui vont et viennent, qui va être normée et digitalisée. Donc en fait, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? On se retrouve avec un objet dont l'intelligence artificielle peut se saisir beaucoup plus facilement. Donc j'ai pris un petit exemple tout à l'heure, le suivi des paiements de factures, mais en fait, dans la vie d'une entreprise, les factures entrantes et sortantes, c'est quotidien. Et toute l'activité passe par là à un moment ou à un autre. Il y a les factures et puis la paye. Il y a les employés, les fournisseurs et les clients. Donc ça va ouvrir la porte
à tout un tas de cas d'usage de l'intelligence artificielle qui va pouvoir se saisir de ces flux qui sont en fait la traduction des interactions. De la prédiction, de la conformité, etc. Tout. Le scoring, gérer des process achats, gérer des appels d'offres, toute cette donnée, elle va pouvoir être utilisée. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette contrainte réglementaire, finalement, elle va pousser les entreprises à se digitaliser ou à accélérer leur digitalisation. Elle va pousser les entreprises à se digitaliser, de toute taille, peut-être je dirais un mot là, peut-être des toutes petites entreprises. Elle va pousser les entreprises à se digitaliser et elle va leur ouvrir en fait un champ des possibles qui est considérable. Et les cas sont un peu différents entre les entreprises d'une certaine taille qui ont un département comptable, etc., ce qui est un peu ce que je décrivais là, et les toutes petites entreprises. Si vous me permettez juste pour dire un mot là-dessus, vous l'avez dit, on a annoncé l'acquisition de Shine avant Noël. C'est la même idée, mais transposée au monde des toutes petites entreprises. Donc 1, 2, 10, 15, 20 salariés. Hein. Donc là, il n'y a pas de département comptable. Hein. L'administratif, c'est l'entrepreneur en fait qui le fait en général le samedi après-midi. Ouais. Mais c'est la même idée. Le fait de digitaliser cet objet de la facture entrante et sortante, ça va permettre de tout intégrer dans une plateforme, d'intégrer avec le compte bancaire, d'avoir la visibilité sur les flux, sur la trésorerie, tout ça dans une plateforme et tout ça en 2 clics. Et donc un gain de temps considérable. Dans ce monde particulier des toutes petites entreprises, c'est ça qu'on cherche à faire. Vous parliez de l'acquisition de Shine. Vous avez une croissance organique et externe qui est quand même assez importante depuis une dizaine d'années. Je disais, vous êtes passé de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 à 1,3 milliard cette année. Comment on garde une colonne vertébrale claire quand on a cette hyper-croissance-là, notamment qu'est-ce qui relève de l'intégration industrielle et qu'est-ce qui demeure comme une vraie transformation culturelle? Ouais, non, c'est passionnant comme sujet. J'ai eu la chance on parlait de Webhelp tout à l'heure. J'ai eu la chance d'ailleurs chez Atos également, plus loin dans le passé, mais chez Webhelp de vivre ce qu'on vit aussi chez Cegid. C'est une entreprise qui fait x2 et même qui fait x2 2 fois de suite, quoi. Hein, Cegid, c'est exactement ce qu'on a vécu ces dernières années. En 8 ans, on est passé de 300 millions d'euros à 1,2 milliard. Donc on a doublé de taille et puis on a encore doublé de taille. Je pense que pour répondre à votre question, quand une entreprise double de taille, ce qu'il faut chercher à maintenir, ce qui doit perdurer, c'est pas les organisations, c'est pas les process. Au contraire, en fait, mon expérience, c'est que quand une entreprise double de taille, elle devient pas la même chose 2 fois plus grosse. En fait, elle devient autre chose. Et elle doit devenir autre chose. Et c'est pour ça que depuis 12 ou 18 mois, chez Cegid, on a complètement changé l'organisation, on a créé des divisions, on s'est rapproché de nos clients, on a changé l'organisation commerciale, on a fait des acquisitions. Il y a eu des évolutions, effectivement. Mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est pas aux structures, c'est pas aux process, c'est pas à ce qui est écrit qu'il faut s'attacher. Par contre, pour que l'entreprise perde pas la boussole, et qu'elle soit capable justement de perpétuer son succès, il faut qu'il y ait un socle. Alors on peut l'appeler de différentes manières. On peut appeler ça la culture, on peut appeler ça les valeurs, on peut appeler ça la vision. C'est quoi chez Cegid? Chez Cegid, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est pour ça que ça remonte bien plus loin en arrière. C'est cette idée que on opère des services critiques, des systèmes qui sont complexes, des domaines où il faut pas se tromper. Et on aide nos clients en mettant dans un cadre sécurisé la technologie à leur service pour gérer ces fonctions critiques. Les RH, la comptabilité, la trésorerie, les taxes, etc. Cegid a aussi des convictions sociétales très fortes et une ambition, une mission qui dépasse, je dirais, quasiment le cadre de l'entreprise. Vous croyez en un monde plus inclusif. Vous avez développé un programme de mécénat solidaire ambitieux, notamment dans l'éducation. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez monté un programme d'incubation de start-up à Station F, le Cegid Programme Start-up. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et surtout, quand est-ce que vous allez devenir entreprise à mission? Parce que tout ça vous rapproche de ce nouveau statut qui a été créé par la loi PACTE en 2019. Est-ce que vous y réfléchissez d'ailleurs? Alors, on est plus dans les actions très concrètes de mécénat ou d'inclusion ou de promotion de la diversité. C'est quelque chose qui est très important. Je pense que ce que je trouve très, très intéressant, très, très attractif dans les métiers de la technologie, c'est qu'en fait, devant la technologie, on est un peu tous égaux. Et puis, comme je dis toujours, les algorithmes n'ont pas de frontières. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Les algorithmes n'ont pas de frontières. En fait, chez Cegid, on développe des logiciels.
l'origine, d'où on vient, c'est un peu secondaire. Voilà. On est vraiment tous égaux devant la technologie. Et donc ça, c'est très profond. Après, ça se décline. Donc ça se décline dans des actions de promotion de la diversité ou d'inclusion dans le recrutement. Tout simplement là, il y a des applications. Enfin, c'est aussi des choses très pratiques. On peut pas se permettre de se couper d'une partie des talents. Il faut vivre avec l'évolution de la société. Il faut vivre avec l'évolution de la société. Et il faut aller chercher les talents. On est aussi dans un marché compétitif et dans une industrie de la connaissance. Donc il faut aller chercher et de l'expertise. Donc il faut aller chercher les talents. La diversité, c'est aussi un moteur de créativité et d'innovation. On est, et peut-être encore plus là en ce moment, et on va être dans une phase où il va falloir inventer des choses qu'on ne connaît pas. Ce que je dis aux équipes tout le temps, je leur dis lancez-vous, de toute façon, il n'y a pas de playbook. Le manuel n'existe pas, donc écrivez-le. Voilà. Donc il va falloir inventer. Et pour ça, la diversité, il n'y a pas de secret. C'est ça qui marche. Donc c'est nécessaire au business. Et puis sur des actions plus générales de mécénat, il y a une notion de fierté. Je le disais, on est au service de nos clients, mais on est fondamentalement une entreprise de produits. Et donc le sentiment d'appartenance, la fierté des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise et du produit, c'est quelque chose qui est très important pour et ce qui est de plus en plus important cohésion. dans la société aussi au sens large. Les jeunes veulent de l'engagement, les nouvelles générations veulent avoir une vision et s'y retrouver. Exactement. Et donc c'est la vision, c'est la fierté d'être dans une entreprise, et puis c'est aussi cette notion de fierté et d'identification, elle est particulièrement importante, je le crois, quand j'ai été dans des entreprises de services, de se sentir fier de son produit. Et donc, fier de son entreprise, c'est vraiment un moteur très important chez nous. Et l'incubation, le programme d'incubation, ça vient d'où? Ça fait partie un peu de nos missions. On parlait des missions qu'on peut avoir dans l'écosystème plus largement. On est le leader ou un des leaders du logiciel en France. Voilà, on a aussi un rôle à jouer dans cet écosystème. Et donc, c'est notre rôle de promouvoir les jeunes pousses, les startups. Et puis, c'est un moyen d'être en contact simplement avec ceux qui sont tout à l'avant du peloton et qui inventent les systèmes ou qui sont pionniers sur l'utilisation de la technologie ou l'invention de cette technologie. C'est donc aller chercher donc, des un moyen bonnes d'aller idées, chercher la technologie là où on elle se est. nourrit. Ouais. En fait, c'est plutôt que de l'internaliser, vous le faites. Exactement. Et en fait, j'allais dire, c'est donnant-donnant. Ouais. C'est pas exactement ça parce que c'est pas transactionnel, mais on les aide. Et on leur apporte notre support et notre expertise sur quand on peut, et eux en retour font en anglais on dit du reverse coaching, Ouais. pour nous stimuler. Et vous en avez combien de jeunes pousses qui sont aujourd'hui incubés? On en a une douzaine. Et en fait, on a une promotion chaque année. Donc, on les héberge pendant 12 mois et on les aide. Et puis ensuite, elles continuent à Station F et on a une nouvelle promotion. Là, je donne quelques noms qui en ont bénéficié. La Boutique, Colgym, Moriarty, Imagine Data. Voilà, absolument. Dans différents domaines, le marketing, la transmission d'entreprise, plus ou moins sur l'usage ou plus ou moins sur la technique. Je parlais de Rizlum que vous n'avez pas dans la liste là tout à l'heure, ce qui est très très technique. Vous avez des choses qui sont beaucoup plus sur le métier, comme Imagine Data ou la boutique. 4e et dernière césure de l'épisode, avec la question présidentielle 2027 qui vous est toujours posée par Audrey. On l'écoute. Bruno, si vous avez un seul conseil à donner aux candidats à la présidentielle 2027 pour faciliter la transformation des entreprises en France, ça serait quoi? Merci pour votre réponse. Je dirais que le point, c'est la confiance. Et cette confiance, de la construire et de la transmettre. Et sur tous les plans. On a parlé du réglementaire, de trouver cet équilibre. On n'a pas beaucoup parlé de l'éducation et de la formation, la complémentarité, la formation et de la complémentarité qu'il va falloir trouver et qui sera, non seulement qu'il va falloir trouver, mais qui sera une obligation en fait pour chacun d'entre nous de maîtriser à titre individuel la technologie. Donc l'éducation, la formation, qui est à la fois un moyen et aussi un moyen de diffuser l'usage et aussi de faire baisser les peurs. Donc la confiance par le réglementaire, la confiance par l'éducation. Et puis la confiance tout court, l'optimisme, la confiance en l'avenir. On le disait avant notre conversation et pendant. Moi, je crois beaucoup que la confiance et la vision positive, elle est autoréalisatrice. Donc, il faut avoir confiance en l'avenir et c'est comme ça qu'on réussira. Moi, j'ai confiance en l'avenir. Je pense que c'est un moment incroyable. Ce que je dis à mes enfants ou ce que je dis quand je partage avec des jeunes, c'est quelle chance. Quelle chance d'avoir 20 ans aujourd'hui. On est d'accord. Moi, je suis assez effaré, je sors de mon rôle, mais c'est pas grave, je suis habitué, par l'absence de la thématique de l'IA dans les programmes présidentiels. Il y a très peu de candidats ou d'équipes présidentielles qui parlent de l'IA et du tsunami que ça représente dans l'économie, dans la société. Comme ils avaient peur, comme ils n'avaient pas à le toucher, à le matérialiser, mais ils préfèrent ne pas en parler.
Pour conclure, le portrait chinois pro du podcast auquel il vous faut répondre du tac au tac, presque sans réfléchir. Je précise que je ne vous ai pas transmis avant les questions. Si vous séchez, vous pouvez passer, mais vous pouvez pas appeler un ami ou demander le 50-50 du public. Quelle est votre devise professionnelle, si vous en avez une? Il y a un concept que j'aime beaucoup qui vient de Jeff Bezos, qui est le concept de Day One. Alors, je sais pas si on peut mettre ça comme une devise, mais c'est cette idée qu'il a popularisée, qui est de dire on doit toujours se penser comme étant au Day One. C'est toujours le premier jour. C'est toujours le premier jour de la suite. Et donc, parce que derrière cette idée-là, il y a quand même une idée un peu d'optimisme, pour revenir à ce qu'on disait. Et puis, il y a l'idée surtout que rien n'est acquis, qu'il faut se remettre en cause, qu'on est en permanence en train de chercher le meilleur, de chercher à s'améliorer. Voilà, il y a un peu toutes ces idées derrière ce concept de Day One. Et donc, je trouve que c'est un concept assez riche. Ouais. Votre geste écolo au quotidien pour réduire votre empreinte carbone? Je vais en Vélib. En IA, vous êtes plutôt ChatGPT, Gemini, le chat, Claude ou Perplexity? Alors, je suis plutôt le chat, par patriotisme, et puis parce que ça marche très bien. Et alors, je suis aussi... je trouve que c'est assez intéressant d'en avoir deux et de comparer. Ouais, et le deuxième, c'est? Donc, le deuxième, en ce moment, c'est Anthropic. Mais ça a été Perplexity. Le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petit? Alors moi, quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Je trouvais que c'était tellement fascinant. Pas pour aller sur la Lune, mais pour l'apesanteur. De flotter en l'air. Je sais pas, c'est peut-être parce que je lisais des Tintins. Donc c'est le capitaine Haddock dans sa fusée, peut-être, qui m'avait inspiré, mais je trouvais ça absolument fascinant. La qualité première d'un dirigeant d'entreprise en ce deuxième trimestre 2026? L'optimisme. Ça va de soi. La personne réelle ou fictive qui vous inspire tous les jours? Mes enfants. Un qualificatif pour Olivier Duhat, le cofondateur et ex-CEO de WebHelp? Je vais prendre un verbe. Alors, c'est apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris, en fait, au contact d'Olivier pendant les 8 ans que j'ai passé chez WebHelp. Et donc, voilà, je lui en suis reconnaissant. Je précise qu'Olivier a été le premier invité du podcast de l'hypertransformation en 2024 et j'en le remercie toujours aujourd'hui parce qu'il a montré la voie. Pour la musique, vous êtes plutôt Opéra Garnier ou Accor Arena? Les deux. Les deux? Ouais, les deux. Alors, je suis pas du tout un esthète et un connaisseur d'opéra, mais je trouve que dans l'opéra, il y a une espèce de perfection globale. C'est tellement compliqué. Il y a le jeu, la musique, l'orchestre, le chant, les décors. Il y a une forme de perfection totale dans l'opéra qui est fascinante. L'endroit en France ou dans le monde où vous aimez décompresser? À Chamonix. Et un objet fétiche sur votre bureau? On y est, j'en vois pas. Hein. Alors non, moi j'ai pas du tout une âme de fétichiste, de fétichiste ou de collectionneur quoi. Je m'attache assez peu aux objets. On pourrait dire que mon bureau n'est pas un bureau par contre. Ouais, c'est clair, c'est une table de réunion. C'est une table de réunion, voilà, parce que tout ça, l'entreprise, c'est un sport collectif. Alors on est arrivé au terme de ce podcast. Merci infiniment Bruno pour ce moment passé ensemble. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, une dernière pensée à nous partager en réponse à une question que je vous nous aurais pas posée? Non, je pense qu'on pourrait continuer cette conversation pendant des heures. Je reviens sur cette idée d'éducation. Il y a une notion qui est intéressante. Alors, il prêche pour sa paroisse, hein, mais c'est Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, qui a dit ça il y a quelques semaines, qui a dit un développeur chez NVIDIA qui ne consomme pas $250 000 de tokens d'IA par an, ça veut dire qu'il fait pas son boulot, il est pas au niveau. Alors, au-delà il cherche à vendre ses puces, hein, en disant ça, évidemment. Mais je pense que ce qui est intéressant derrière ça et qu'on voit, et typiquement dans les échanges avec les startups, on le sent aussi, c'est l'idée à laquelle il faut qu'on réfléchisse tous, qui est que on deviendra indissociable de notre usage de l'IA. Même la personne la plus brillante, je reviens à ce que je disais au tout début, si elle refuse d'utiliser l'ordinateur, elle va avoir un problème. Elle va être larguée. Elle va être larguée. Il va se passer la même chose avec l'IA. Et donc, ça nous interroge chacun, collectivement et aussi individuellement, de se dire quelle va être la complémentarité que je vais trouver avec la technologie dans les années qui viennent. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'hypertransformation by SIA sur toutes les plateformes qu'il diffuse, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, etc., pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode, dont l'invité sera, au mois de juin, Thomas Fatome, le directeur général de l'assurance maladie. Merci à tous. Merci Marc.